Bienvenue dans la saison 3 de mon podcast L'enthousiasme par les mots. Je suis Frédéric Mercier, coach de vie et professionnel basé à Lyon. Cette saison, je vous invite à explorer ensemble des sujets plus profonds, comme la prise de parole en public, la gestion du temps ou bien d'autres encore. Nous aurons également des épisodes spéciaux dédiés au management pour vous offrir des outils concrets et inspirants dans votre quotidien professionnel. Rejoignez-moi pour cette nouvelle aventure riche en découvertes et en motivation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'enthousiasme par les mots. C'est sous un format interview que je vous reçois aujourd'hui et on va parler d'un sujet crucial mais rarement abordé dans l'entrepreneuriat. Ces moments où l'énergie et l'enthousiasme peuvent se heurter à des défis personnels intenses, mettant en péril l'équilibre de vie et parfois même l'entreprise. Il y a un moment où le cerveau décroche. On présente souvent l'entrepreneuriat comme un idéal, créer, diriger, choisir sa voie. Mais on découvre vite qu'il y a aussi une charge émotionnelle et mentale, une dimension invisible qu'on n'apprend pas à l'école. Parfois, cette pression s'installe sans prévenir, et c'est souvent quand on pense la maîtriser qu'elle impacte le plus la santé et le bien-être. Devenir entrepreneur, c'est un peu comme entamer une thérapie, mais en version accélérée. Merci d'être avec nous pour cette conversation inspirante et authentique. Guillaume, pourrais-tu commencer par te présenter et nous parler de l'activité d'AudioVisite ? Bonjour Frédéric, donc je suis Guillaume Ducongé, j'ai créé la société AudioVisite en 2002, donc ça commence à dater maintenant. D'ailleurs c'était en novembre, c'est assez marrant ce hasard, c'était en novembre 2002, donc il y a 22 ans, avec l'envie de, sans dire de révolutionner, mais d'apporter quelque chose au domaine de l'audio-guide, qu'avec mon associé de l'époque, Philippe Arnaud Ducatillon, on trouvait de manière générale assez ennuyeux à écouter. Et nous, on venait plus du tourisme que des musées. Et donc, avec l'invention du lecteur MP3, on s'est dit, par le matériel et puis par notre candeur, on va réinventer un peu l'audioguide. Voilà, et donc ça fait 22 ans que je fais ce métier. Et ce qui signifie à peu près plus de 600 projets, on a arrêté de les compter. Aussi bien pour le Louvre que pour une toute petite église au fin fond du Cantal. Voilà, donc notre métier, c'est de concevoir les contenus des audioguides dans toutes les langues et de fournir aussi les solutions matérielles, voilà, parfois de la logistique. J'en profite d'ailleurs pour dire que je suis reçue aujourd'hui dans les studios Griffon d'AudioVisite pour enregistrer ce podcast. Et nous allons parler de cette thématique, une thématique d'épuisement professionnel, ou en tout cas, tu as eu la gentillesse de venir partager avec nous ton expérience. Je voudrais d'abord revenir peut-être sur les premières étapes, que tu me parles rapidement de ton parcours entrepreneurial et ce qui t'a donné envie d'entreprendre. Ça, c'est important, je pense, de commencer par là. Alors, rien. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais lycéen, je voulais être journaliste. D'accord. Ce que je fais un petit peu d'une certaine manière à AudioVisite. En même temps, j'étais géo au Club Med, j'adorais parler dans un micro, ce que je fais aussi à AudioVisite ou avec toi maintenant. Et j'étais plutôt en faisant des études à Sciences Po à Lyon, puis après des études sur l'Union européenne. J'étais vraiment parti pour être haut fonctionnaire en fait, pas du tout pour être entrepreneur. Et il s'avère que je venais d'une famille qui travaillait depuis toujours dans le tourisme. Moi-même, je travaillais en tout cas tous les étés dans le tourisme. Et finalement, j'ai débuté ma carrière voilà, dans le privé, au Club Med, puis j'ai continué dans la presse professionnelle touristique. Et un jour, j'ai été chassé par une start-up dans le domaine du tourisme. Et donc, c'est là que j'ai vraiment, je suis devenu un peu responsable du développement, responsable marketing, voilà, sur Internet. Et il s'avère qu'à un moment, l'investisseur ne voulait plus mettre d'argent dans la start-up. Et j'étais un peu le numéro 2 de cette start-up. Et avec son fondateur, Philippe Arnaud, que je citais un peu plus tôt, on a cherché un projet pour continuer à travailler ensemble. Lui avait vraiment un profil d'entrepreneur, avec ses qualités et ses défauts. Et moi, pas du tout, voilà, mais j'étais quand même, j'avais occupé déjà 3 fonctions de responsable du développement. Donc en fait, développer une activité en partant de zéro, que ce soit au Club Med dans les pays de l'Est, que ce soit dans le magazine touristique dans lequel je travaillais, ou à WebTour, qui était la start-up en question. Voilà, j'étais d'une certaine manière entrepreneur, mais avec un profil quand même très salarié. Et mon père était chef d'entreprise, mais est-ce qu'il était entrepreneur ?
Je suis pas sûr parce qu'en fait, il avait repris l'agence pour laquelle il travaillait. Donc, je sais pas, même aujourd'hui, si je suis entrepreneur. En fait, pour moi, un entrepreneur, j'ai tendance à l'assimiler au serial entrepreneur. J'ai tendance à assimiler l'entrepreneur à celui qui est capable de créer, recréer en permanence, ou peut-être tous les 10 ans, voilà, qui a cette motivation-là de créer des business. Moi, ça n'a jamais été, en fait, mon cas. Je suis très content de l'avoir fait avec Audiovisite. Mais voilà, pour répondre à ta question, on peut se tutoyer. Bien sûr. Pour répondre à ta question, c'est plutôt un concours de circonstances. Donc, un hasard. On pourrait dire ça comme ça. Ouais, et puis peut-être en fait quand même me dire que à force de faire du développement pour les autres, il était temps que je fasse du développement pour moi-même. Ce qui est peut-être aussi un parcours assez classique. Je sais pas, tu connais plus d'entrepreneurs peut-être que moi. D'ailleurs, il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, je suis redevenu salarié. On pourra en reparler parce que ça, c'est vraiment quelque chose dont j'avais envie. Et je me suis à nouveau fait cette réflexion, mais en fait, pourquoi faire du développement pour les autres alors que je peux faire du développement pour moi-même? Et donc, voilà, Donc, il y a plusieurs profils d'entrepreneurs, on est bien d'accord, hein. C'est important aussi de le dire parce que souvent, il y a beaucoup d'illusions. On imagine plein de choses sur l'entrepreneuriat. C'est soit la bonne idée, soit c'est le bon profil. Je suis fait pour être entrepreneur, je ne suis pas fait pour être entrepreneur. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de dire que ça peut être une forme de hasard ou en fait une suite, un parcours qui fait que tu deviens entrepreneur ou un profil, une rencontre aussi. Ça peut être ça, hein. C'est ce que j'entends aussi dans ton histoire. Moi, je me considère plus comme un artisan, en fait, je crois. Mais un artisan et un entrepreneur. C'est une forme d'entrepreneuriat, oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on parle aussi peut-être, tu as donné des dates, mais c'est temporel aussi la relation à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aujourd'hui par rapport à il y a quelques années est un peu différent et je pense que c'est bien aussi de remettre dans le contexte temporel. Aujourd'hui, c'est aussi une réponse à des formes de liberté ou une envie d'autre chose ou de mettre du sens. Moi, j'entends beaucoup ça en accompagnement. Donc, ça vient peut-être aussi de la période. Oui, je suis d'accord. Et cette période, tu vois, je parlais de la start-up pour laquelle je travaillais. Donc, nous, avec Philippe Arnaud, on a connu le début des start-up. Vraiment, et lui a plutôt levé des fonds au moment où la bulle a éclaté. Et en fait, c'est vrai que quand tu es en entreprise qui a plus de 10 ans, qui a 15 ans, qui a 22 ans aujourd'hui, il y a toujours ce phénomène des startups, des gens qui sont disruptifs, des gens qui surcommuniquent sur les réseaux sociaux, etc. Et tu te sens totalement has-been et tu te reconnais absolument plus entrepreneur parce qu'en fait, tu as l'impression que toi, tu es une espèce de tortue qui va à un rythme très lent. Et pourtant, tu sais bien que tu n'as rien à envier à ces gens-là, qu'à la limite, même toi, tu arrives à équilibrer un compte d'exploitation, que tu n'as pas d'investisseurs qui mettent de l'argent, que finalement, tu n'es pas moins entrepreneur qu'eux, mais par rapport à ce monde que peut-être que tu décrivais qui va très très vite, qui est celui des startups ou des grands groupes, c'est vrai que parfois, tu sais plus si tu es vraiment un entrepreneur. Merci pour cette définition, en tout cas bien précise. J'avais envie que tu nous partages aussi les moments forts que tu as pu ressentir dans ces années d'entrepreneuriat. Il y a peut-être eu des moments d'euphorie ou des moments de doute. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un ou deux moments forts pour qu'on puisse comprendre? Le début était assez génial. Pourquoi? Parce que j'avais encore le chômage. Comme beaucoup, hein, parfois on crée une entreprise alors qu'on est au Pôle emploi et qu'on a une indemnité. Et à l'époque, je m'étais mis au golf quelques années avant. Et en réalité, j'imaginais un projet d'entreprise en réussissant à aller jouer 2 fois par semaine au golf, en ayant un revenu qui me suffisait parce que j'étais célibataire. Voilà, le début, pour le coup, du projet entrepreneurial, il est plutôt cool et hyper satisfaisant par rapport à mes besoins de l'époque. Après, ça se gâte quand on commence à avoir des clients. Parce que là, évidemment, faut être au bureau, faut répondre à leurs attentes, faut concevoir une offre. Voilà. Donc, pourquoi Non, mais ça me fait rire parce qu'on croirait que tu faisais rien et ça m'étonnerait quand même. Non, mais c'est vrai que c'était assez cool au début. Et c'est vrai que le succès venant, c'est-à-dire qu'à un moment quand même, au bout d'1 an et demi, pas de contrat, hein, donc très peu d'autofinancement parce qu'on faisait des projets en autofinancement, mais ça suffisait pas à nous payer. Donc voilà, heureusement, à un moment, on signe un contrat et à partir du premier contrat qu'on signe, alors que je commençais à chercher un autre boulot, eh bien là, ça s'enchaîne.
on entre dans la vie normale d'une entreprise. Il faut gagner des appels d'offres, on commence à embaucher, à avoir plus de charges, à avoir un loyer, alors qu'au début, je travaillais chez moi. Voilà. Donc, en fait, cette phase-là de petite croissance, elle se gère. Après arrive une phase où il y a peut-être ce qu'on peut appeler une crise de croissance, c'est-à-dire que là, il y a presque trop de projets pour l'équipe qu'on est, et là, il y a une assez longue période où mon associé comme moi, on se retrouve à travailler 70-80 heures par semaine. C'est-à-dire qu'en fait, là, il se passe quelque chose qu'on a un peu de mal à gérer. Alors attention, hein, c'est pas un succès flamboyant, mais bon, on commence à faire des bénéfices, à se payer normalement. Ouais, Donc, c'est intéressant parce que tu décris vraiment des étapes. ouais. On entend des déclencheurs. Enfin, c'est peut-être Mais mon oreille. qu'on n'anticipe Moi, pas du tout, par contre. voilà, moi je les entends. Oui, bien sûr, toi tu les anticipes pas, mais quand tu me racontes l'histoire, si tu veux, peut-être la coach que je suis, elle les entend. C'est-à-dire, j'en parle souvent en accompagnement ou en formation sur la gestion du stress de l'entrepreneur. Je dis, en fait, il y a des signaux faibles. En tout cas, on entend des choses. C'est systémique, hein, c'est-à-dire qu'on entend dans le système. Il y a des petites marches comme ça, il y a des petites choses qui arrivent. Et j'entends des déclencheurs. Donc, l'argent, le moment où il y a ce rapport à l'argent qui est différent, qui a un rapport où, du coup, peut-être, tu peux ressentir une forme, peut-être pas de soumission, parce que le mot est un peu fort, mais en tout cas, il se passe quelque chose qui est différent, où tu te sens moins libre. Et puis après, il y a le carburant. Tu vois, ce qui attise. Donc, ce qui attise, c'est le fait de grandir, c'est d'avoir d'autres projets, c'est d'avoir des gens aussi. J'ai l'impression que c'était une de mes questions, en fait, par rapport à quelles étaient tes attentes managériales. Est-ce que toi, tu avais imaginé avoir des salariés, devoir les manager, les diriger, puisque tu étais plutôt dirigeant. Est-ce que ça, tu y avais pensé avant? Et j'imagine que tu avais peut-être été formé de manière théorique. Mais qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Même pas. Alors, c'est vrai qu'au début, tu as des stagiaires, puis ces stagiaires, certains restent, ils deviennent salariés. Quand tu parles du sens et du carburant, en fait, quand tu me demandais des moments importants, moi, les moments importants, je les vois plutôt par rapport au projet qu'on a réalisé. C'est-à-dire que on crée Audiovisite en 2002 et en 2007, donc 5 ans après avoir mis vraiment très longtemps à démarrer, à décoller, etc. Et en fait, pendant les premières années, on apprend notre métier. Donc, on crée aussi notre propre ADN, l'ADN de notre métier, qui est, nous, on a une manière de faire des audioguides qui est différente des autres. Enfin, voilà, on est tous une manière, finalement, une approche assez différente. Et quand en 2007, je me retrouve à travailler, on se retrouve à travailler pour le Louvre, mais en fait, c'est moi qui, tous les matins, prends un train dans le brouillard à Lyon pour aller à Paris, pour passer ma journée à me perdre dans les dédales du Louvre, parce que c'est immense, et même avec le personnel du Louvre, tu te perds. Et donc, je me retrouve pendant 3-4 mois à faire les contenus de l'audioguide du Louvre. Le carburant, c'est ça, en fait. C'est de se dire, waouh. Enfin, je veux dire, c'est comme celui qui a une médaille olympique. Quand tu as fait l'audioguide du Louvre, qu'est-ce que tu fais derrière? Nous, au contraire, ça nous a ouvert, ça nous a donné une légitimité. Et ce qui a fait, par exemple, qu'en 2014, on fait une année où on gagne le musée Picasso Paris qui réouvre, le musée des Confluences à Lyon, le musée Soulages à Rodez. Enfin, voilà. En fait, je pense que peut-être une de mes particularités, c'est d'avoir toujours plus pensé à l'utilisateur final qu'à notre client. Notre client, c'est le musée. Mais en fait, parfois, il m'arrive, encore aujourd'hui, de me battre, enfin le mot est un peu fort, mais de vraiment être dans une confrontation parce que, ok, c'est le client qui nous paye, mais en fait, moi, j'ai une vraie logique de service public. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va donner au bout du compte aux visiteurs de musées ou de châteaux, et qu'ils soient français ou étrangers. Alors, j'ai totalement oublié ta question de départ. Mais c'était les attentes managériales. Mais c'était, ouais. Est-ce que tu avais mon des carburant, attentes? c'était plutôt les projets que des attentes managériales, pour le coup. Et je te le disais tout à l'heure, j'avais peur d'une structure qui soit trop grosse et dans laquelle, justement, la partie managériale prenne trop d'importance. Mais tu vois, c'est intéressant. D'où le côté artisan. Oui. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand j'accompagne, on travaille beaucoup sur la raison d'être. Et tu vois, quand tu me parles de l'utilisateur final, du service public, on retrouve ton parcours personnel. Ouais. On retrouve ta formation. On retrouve le haut fonctionnaire. Peut-être que je vais un peu loin là, mais en tout cas, on retrouve peut-être les valeurs qui t'animaient à l'époque. Bien sûr. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'on ne le faisait pas à l'époque.
Et on peut aussi avoir l'impression que c'est un peu marketing de dire il faut travailler sur ses valeurs, il faut travailler sur sa raison d'être. Mais si tu le fais très profondément, tu essayes aussi de comprendre que dans ta création d'entreprise, ça va être ton fil conducteur et ça va être aussi ton guide. C'est un peu un jeu de mots avec l'audio guide, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et là, je le sens quand je discute avec toi. Je sens que finalement, tu y es arrivé et peut-être que tu y es arrivé et c'est très bien par des hasards, des rencontres, des projets. Mais à un moment, on sent que tu peux être en conflit par rapport à tes valeurs profondes et puis ce que tu dois vendre et ton business. Ça, j'aime bien le souligner. Et j'ai une question qui m'est venue, parce que tu me parlais des attentes managériales, que tu avais oublié la question, donc c'était marrant. Je me suis demandé si finalement, tu n'avais pas un peu le syndrome de l'imposteur quand tu as commencé. Est-ce que tu le dirais, tu vois, tu connais un peu la peur d'être démasqué, parce que c'est un métier qui était peut-être pas le tien au départ, ni ta formation. Je crois pas, parce que je crois qu'au début, on était un peu fougueux. J'allais dire foufou, mais c'était un peu C'est bien, enfantin. hein. Mais non, en fait, ce qui nous a sauvés, c'est que nous, on venait du tourisme. Et franchement, je me sentais hyper légitime dans le tourisme. Puis j'ai grandi dans le tourisme. Et on a commencé dans le tourisme et on a un peu pris un bouillon parce qu'en réalité, des audioguides de tour de ville, etc., il n'y en a pas tant que ça. C'est pas le marché naturel de l'audioguide. On pensait tout révolutionner avec des lecteurs MP3 et tout. Et en fait, on est devenu un acteur classique de l'audioguide de musée. Donc je pense que j'aurais pu avoir le syndrome de l'imposteur si on avait directement voulu faire des audioguides de musée, parce qu'ayant fait aucune étude d'histoire de l'art, etc., peut-être, mais sinon, les choses se sont faites assez naturellement. En fait, on a trouvé notre légitimité en faisant beaucoup d'études, beaucoup d'observations, beaucoup de recherches. Je crois qu'un acteur, même petit, privé comme nous, peut avoir une vraie logique de recherche et développement, pas sur le plan technologique, sur le plan des usages, voilà. Et ça, je revendique le fait que dans une structure comme la nôtre, il faut en permanence faire de la recherche, interroger ses utilisateurs. Et c'est pas du marketing, c'est vraiment une autre logique. Oui, mais tu sais, Guillaume, le syndrome de l'imposteur, il peut se cacher derrière le fait d'étudier. Ah, peut-être. Ouais, Ouais. Et peut-être. parce que, en fait, on appelle ça le travail humain. Et le syndrome de l'imposteur, il va se cacher dans le fait de pouvoir parfois compenser quelque chose qu'on pense ne pas avoir ou une peur d'être démasqué. Il va y avoir une des actions qui est plutôt honorable, c'est celle de trop travailler pour justifier. Donc, c'est pour ça que je te posais cette Ouais. question. Mais Alors, c'est plus une je interrogation. l'ai pas ressenti. Toi, tu Ma l'as pas réponse, c'est que je l'ai ressenti, pas voilà. ressenti. Ouais. Mais je le dis aussi pour les personnes qui nous écoutent parce que il y a quelque chose qui moralement est très positif dans le travail, surtout pour, on n'a pas dit, mais on est plutôt des mêmes générations, donc les années 70, on va dire, pour résumer. Et en fait, c'est plutôt honorable de travailler, surtout quand on a fait des études comme toi. Et parfois, ils se cachent derrière le travail. Je ne dis pas qu'il faut pas travailler. Je dis que ça peut être un signal. En tout cas, moi, en accompagnement, j'y fais toujours attention. Quel est le rapport aussi au travail ? En fait, ça révèle pas, à mon avis, un syndrome de l'imposteur. Ça révèle autre chose, c'est-à-dire des valeurs, par exemple, sociales, qui sont que pour moi, c'est difficile, par exemple, d'assumer de gagner plus ou bien plus qu'un salarié. D'accord. Donc le côté capitalistique, qui est pas du tout dans mon éducation personnelle. Enfin, ouais, moi je viens de loin. J'ai fait des études sur les pays de l'Est, sur le communisme. Donc je suis forcément, il y a un petit côté éponge qui a fait qu'il y a certaines valeurs que j'ai reçues au travers de ces études. Et donc moi c'est plus le côté se sentir irréprochable. Et parfois, sur le fait de dire un entrepreneur peut énormément travailler, chez moi, je sais que ça peut être une manière de justifier le fait que je gagne plus que les autres, qui est quelque chose que j'ai un peu de mal à assumer. Et on a beau me dire, oui, mais tu prends des risques, oui, mais tu es plus responsable. On a beau me donner plein d'arguments. C'est une petite gêne en moi que j'ai pendant très longtemps compensée en travaillant beaucoup plus que mes salariés, par exemple. Oui, c'est des croyances. Donc, j'étais pas forcément mieux payé à l'heure, au bout du compte. J'étais mieux payé à la fin du mois, et encore quand tout allait bien, parce que quand ça va pas, pour le coup, tu es le premier aussi à couper tes revenus. Mais... Non, mais ça peut peser lourd, ce que tu dis. Bah, c'est un... Oui, tu parlais de carburant, subtile, on va dire. C'est une huile dans le moteur qui peut être hyper puissante, qui peut avoir des conséquences importantes, je pense. C'est peut-être intéressant qu'on arrive au cœur du sujet, le moment où le cerveau, en tout cas, surchauffe.
et que tu puisses nous parler vraiment de ce que tu appelles l'épuisement professionnel ou bien le burn-out. Est-ce que toi, tu avais juste tu connaissais des gens qui en avaient fait ou est-ce que tu avais des croyances sur le burn-out avant que tu rentres dans ce qui s'est passé? Alors aucune. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où j'ai vécu un burn-out, je me suis rendu compte qu'il y en avait tout autour de moi. L'image que j'avais du burn-out, c'était plutôt la conséquence de harcèlement au travail. C'était des gens plutôt salariés qui subissaient un management de leur hiérarchie voilà, difficile à digérer ou à vivre et qui pouvaient se retrouver dans une situation. Donc j'assimilais plutôt le burn-out à une forme de dépression liée à sa pratique professionnelle. Voilà. Donc j'en étais très loin puisque j'étais ni salarié, ni harcelé par qui que ce soit. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler des premières manifestations physiques, peut-être émotionnelles? Pas facile de parler des émotions en tout cas, du stress ou de ce début d'épuisement professionnel? Alors du stress, en fait, j'en ai toujours eu. Je crois que j'en ai toujours eu et vraiment lié à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire lié à l'incertitude, au marché dont tu sais pas si tu vas le gagner ou pas, aux échecs. Parfois, tu mets énormément d'énergie pour répondre à un appel d'offres et tu l'as pas. Parfois, le compte en banque se rapproche du solde nul. Et donc, c'est du stress, j'en ai toujours eu par rapport à l'incertitude liée à l'activité, parce que assez peu de récurrence dans notre métier, toujours devoir se battre, et y compris quand un client est content de toi, tu sais que tu peux le perdre en fait. Voilà, tu sais que tous les 3-4 ans, tu peux le perdre. Donc il y a comme ça une succession de succès, mais aussi de déceptions. Et j'avoue que ces déceptions-là, c'était à chaque fois un petit pic, des petites cicatrices qui se referment plus ou moins bien. C'est important ce que tu dis, c'est que le stress était devenu normal pour toi. Oui. Ça faisait partie du job et ça, c'est important de le dire parce que le stress sur une courte durée n'est pas dangereux. Le stress devient dangereux quand il se répète dans la durée. J'en profitais pour dire ça. Oui, et si je me retourne un peu sur ces 20 dernières années, il y a quand même eu assez régulièrement des phases où je pouvais être angoissé le matin à l'idée d'aller au boulot. Voilà, c'est L'angoisse étant réel. plus l'inquiétude, hein. Ouais. Le stress étant Oui. plus une réaction. Et donc, on voit bien que là, il y a et de l'émotion et de la réaction. Et parfois, ça pouvait être lié soit à un projet compliqué, complexe, dont je pouvais avoir le sentiment qu'il pouvait un peu nous échapper. Quand je dis nous échapper, c'est qu'on perd un peu le contrôle, quoi. On perd le contrôle, je sais pas, du client qui tout à coup devient hyper exigeant, ou est pas là, ou est en retard, ou voilà. Et puis parfois des situations managériales où une relation avec un salarié, pour une raison X ou Y, s'est tout à coup détériorée. Et voilà. Et donc c'est le matin, avant d'aller au boulot, franchement, tu y vas à reculons parce que tu sais que tu vas devoir te confronter à une situation de relation humaine qui fait que effectivement, assez régulièrement, il m'est arrivé soit d'être angoissé, soit d'être très stressé par des situations. Voilà, mais avec une conséquence, je pense, régulièrement sur le sommeil. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les manifestations, c'était le sommeil, des maux de tête parfois? Non, en fait, c'était plutôt somatisé sur peut-être un peu de psoriasis ou des choses comme ça. Mais c'est voilà, le niveau 3 quand même de stress, hein, le psoriasis. Ouais, alors ça, bon, j'en avais déjà quand j'étais étudiant. Bon, je rassure les gens qui ne nous voient pas puisqu'on est à la radio. Tout va bien. Tu n'es pas plein de psoriasis. C'est pas bonsaï. Non, voilà. Mais finalement, c'est l'occasion, en parlant avec toi, de faire une petite rétrospective. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Ça a toujours été cette situation d'entrepreneur, source parfois d'angoisse, d'autres fois de stress. Mais je dois quand même dire une chose, c'est que pendant 15 ans, je l'ai partagé avec un associé. Et je pense que, même si je crois que c'est encore un peu tôt pour faire une analyse de ces 2 dernières années que je viens de vivre, même si on en parle ou on va en parler, je crois quand même que quand on était deux,
il y avait une sorte de compensation ou de rééquilibrage qui pouvait se faire, ou en tout cas, il y avait un soutien. Et moi, j'ai beaucoup soutenu mon associé aussi, hein. C'est-à-dire que c'est pas que c'est dans les deux sens. Et il s'avère que juste avant le Covid, il a décidé d'arrêter d'abord opérationnellement dans l'entreprise, et j'ai décidé de lui racheter ses parts juste avant le Covid, et on a même signé, je crois, dans les premiers mois du Covid. Ça change quand même beaucoup de choses de se retrouver seul. Donc, tu dirais que c'est très important, le soutien, le partage, les échanges en entrepreneuriat? Je vois une vraie différence entre le fait d'être deux et le fait d'être seul. Le fait d'être deux, j'ai pu être critique à son égard aussi. C'est-à-dire que je sais ce qu'il pouvait apporter, mais je sais aussi ce qui pouvait me déplaire dans notre relation ou dans notre duo. Mais en fait, on était tellement opposés que ça crée un équilibre. Voilà. Mais c'est vrai que je me rends compte que le Covid, qui a généré beaucoup d'inquiétudes, parce que beaucoup d'incertitudes, et moi, c'est ma principale source d'inquiétude, c'est l'incertitude. Le fait d'avoir été seul, tout à coup, a forcément compliqué les choses. Alors, j'étais pas seul dans la mesure où j'ai une cellule familiale hyper forte. La personne qui partage ma vie me soutient énormément et m'a beaucoup soutenu dans cette période-là, mais évidemment, son rôle n'est pas celle d'un associé. Donc, tu dirais que ça a déséquilibré ton système, hein, quand il y a eu, Ouais. comme tu parles du Covid, en tout cas de cette période-là. Est-ce que, justement, tu parles de ton entourage, est-ce qu'ils avaient conscience de ce que tu traversais? Là, tu veux dire au moment où tout Oui, s'arrête, oui, parce que tu dont n'as on pas n'a pas parlé encore de la parlé? date Ouais. importante du 7 novembre dont tu voulais Ouais. parler. Je pense que c'est important qu'on en parle maintenant et puis qu'on revienne sur ce moment-là de l'épuisement, du moment du Ouais. burn-out. Je crois pas, parce qu'en fait, j'ai toujours fonctionné en étant hyper actif, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que en plus d'Audiovisite, j'ai toujours eu un projet à côté. Oui, ça a été une émission de foot, par exemple, à la radio, après une web radio, après une galerie d'art créée avec ma femme, qui est un peu un projet post-Covid, où on se dit, à force de travailler pour les expos des autres, on a envie de faire nos propres expos. Donc, en fait, de la fatigue ou des moments d'hyperactivité qui créent un besoin d'arrêter pour repartir encore sur un nouveau projet, pour le coup, mon entourage est extrêmement habitué à ça. Oui, donc il ne Euh, faisait pas forcément la différence avec le début d'un épuisement. non, et au moment, enfin juste avant que je m'arrête, je mets énormément d'énergie dans une exposition dans notre galerie. Donc ça, c'était en septembre 2022, sur laquelle je travaille plusieurs mois en parallèle d'Audiovisite, une expo qui s'appelle Chemin de traverse, sur comment les artistes contemporains traitent du sujet des migrants. Donc en plus, une exposition hyper lourde en termes de sens. Donc là, on est 1 mois et demi avant mon arrêt. Et au vernissage, je fais 4 heures non-stop de visite de l'exposition. C'est-à-dire où j'accueille les gens et où je parle pendant 4 heures de l'exposition. Et en fait, T'étais le sous lendemain, adrénaline, hein, un peu, oui, c'est mais je ça, pense hein. que à partir du moment Mm. où Ça, c'est l'expo important que tu le démarre, dises. je crois que c'est là que tout part en cacahuète, comme on Parce que dirait. c'est important de dire que juste avant cette phase-là, on peut être dans une forme de, j'allais dire, de toute puissance. J'exagère, mais en tout cas, tu vas aller chercher de l'adrénaline quelque part, de la dopamine aussi, Mmh. hein, si on parle en hormones. Et ça, c'est important de le dire parce que souvent, on me dit, mais non, je ne suis pas proche d'un épuisement professionnel puisque je n'arrête pas de faire des choses. Non, mais personne, normalement, fait 4 heures de visite non-stop. Ben Enfin, voilà. même quelqu'un dont c'est le métier. Justement, il va vous dire, ah ben non, on fait 1 heure et quart, on s'arrête, voilà. Alors, pour te peut-être redonner les étapes, si ça peut être un peu éclairant pour d'autres. Moi, en fait, à partir de juin, juillet, je me dis, c'est quand même très bizarre, j'ai souvent un coup de pompe le matin, vers 11h, 11h30, j'ai souvent des vertiges. Et donc, je mets ça sur le compte d'un problème plutôt d'alimentation. Je crois que j'ai toujours fait beaucoup de sport. Je pense que c'est une espèce d'hypoglycémie, quoi, de crise d'hypoglycémie. Et elle arrive tous les matins vers la même heure, quoi, entre 11h et 11h30. Donc, j'ouvre mon tiroir de bureau, je prends 2 carrés de chocolat, ou je sais pas quoi. Bon, voilà. Donc, j'essaye de le gérer comme ça, mais ça passe pas Dopamine. immédiatement. Ça passe pas immédiatement. Et donc, comme ça dure depuis un petit moment, je finis par me dire, je dois avoir un problème d'alimentation, je dois avoir des carences. Et donc, je prends rendez-vous en juillet chez un diététicien. Donc, je vais voir le diététicien.
bon, on s'entretient un moment, hein, je crois pas qu'un diététicien t'ausculte, je crois pas. Et puis, bon, je passerai les détails, mais il me demande de noter tout ce que je mange, de noter ce que je fais, de tout ce que mon organisme fait de tout ce que je mange, pour dire les choses élégamment. Et donc, je retourne le voir. Ça dure quand même un moment, hein, peut-être 5-6 semaines après. Et là, il me dit, bah, monsieur, tout va bien, en fait. Vous n'avez pas un souci particulier au niveau de votre alimentation. Donc là, je me dis, c'est quand même très étrange. Je pars en vacances. Il t'alerte pas sur Non, une du tout. façon de Non, ça va consommer pas plus loin. l'alimentation Non, qui ressemble franchement, il à me dit, ça quelque va. chose d'émotionnel, d'accord. Non, il me dit, vos vertiges, en l'occurrence, ils sont pas liés à une Ah, quand carence ou même, quoi que ce soit. d'accord. Voilà. Donc, je pars en Donc, tu as une autre vacances. piste. Bah, j'ai pas de piste, mais je me dis, Il y a autre en tout chose. cas, c'est pas ça. Donc, je pars en vacances en famille. On part 2 semaines sur l'Atlantique. Et là, je suis obligé de faire une sieste tous les jours. Je me traîne, j'arrive pas à sauter dans les vagues. Enfin, ça paraît hyper larmoyant ce que je raconte. Faudrait que je mette du sourire un peu. Non, mais c'est vrai que je suis à la plage avec ma fille, donc Bah à oui, 7 ans, et j'arrive pas à sauter dans les vagues avec elle, quoi. mmh. Je suis mort. Voilà, je suis vraiment. Et tous les jours, en plus, on est dans une espèce de camping avec des chalets en bois hyper mal insonorisés, donc je galère pour bien dormir la nuit. J'ai besoin de faire des siestes l'après-midi, donc c'est la première fois de ma vie. Je suis pas très siesteux, ça se dit pas, mais je suis pas quelqu'un qui fait des siestes. Et donc là, tous les jours pendant les vacances, je me retrouve là. Et la deuxième semaine, Audiovisite est fermée et il y a un petit souci avec un client qui veut absolument nous joindre et je me retrouve sur le pont avec un niveau de stress assez important pour gérer la situation alors que je suis censé être en vacances. Voilà, donc ça se passe, les vacances se passent très moyennement. J'ai l'impression de rentrer de vacances fatigué. Et en septembre, donc j'ai jusqu'au vernissage qui doit être vers le 7 septembre de cette expo. Je tiens et puis après l'expo ouverte, je passe des journées entières à mon bureau devant mon ordi et il se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait, je produis rien, quoi. Je n'arrive pas à maintenir mon attention sur mon écran. J'arrive vraiment à rien produire. Alors, en termes de management, heureusement, j'ai une équipe qui tient la route, qui s'autogère. Quand ils me demandent un peu d'aide sur des choses, parce que c'est souvent ça, être entrepreneur, c'est souvent aussi être celui qu'on vient voir quand on sait pas comment gérer une situation ou quand on a besoin d'un conseil. Et là, je m'aperçois que je suis vraiment vide, quoi. J'ai aucune réponse. Donc à ce moment-là, il s'avère que je connais quelqu'un qui a des compétences assez proches des miennes et je me dis, je vais lui demander s'il peut me filer un coup de main. Donc il accepte et il prend un rôle un peu de manager de projet. C'est parce que j'y arrive plus, quoi. Voilà, je sens que ça me dépasse. J'ai plus de prise sur les choses. Et là, les vertiges sont toujours là, ce fameux vertige. Il commence à y en avoir à d'autres moments de la journée. Et puis, donc, je décide de me prendre en main sur le plan médical. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon généraliste. Et le généraliste, c'est un échange quand même avec le généraliste. Et en fait, il s'avère que ça fait pas très longtemps que je porte des lunettes. Voilà. Donc, je vais d'abord voir si j'ai pas un problème avec les yeux. Je vais voir si j'ai pas un problème chez l'ORL d'oreille interne. Et donc, je fais tout un circuit comme ça, mais avec des rendez-vous quasiment toutes les semaines pour essayer de trouver la raison. Voilà. Et les lunettes, ça va pas trop mal. On me fait une légère modification, mais ça n'explique absolument pas les vertiges. Et en fait, je suis à un point où je me souviens très bien, je faisais le test, je me mettais chez moi, je me mettais devant la bibliothèque où on a des livres, et je ne suis plus capable de lire le titre du livre sur le dos. C'est-à-dire que sur le plan cognitif, je n'ai plus aucune attention. Je prends des douches, et dans les douches, j'ai l'impression que tout tourne, quoi. C'est-à-dire que je suis à un niveau d'emballement. Peut-être je sais pas si c'est le cœur, les yeux, en fait je comprends rien à ce qui se passe, c'est-à-dire que je suis et ça m'épuise. Donc l'ORL me dit moi je crois pas que vous ayez un problème d'oreille interne. Par contre, vous savez ce qu'on va faire, vous allez rester chez vous 4 jours. Donc vous n'allez pas au boulot, vous restez chez vous 4 jours et vous faites lit canapé pendant 4 jours. Et alors là, mais c'est parti, mais Oui, tout bougé. Il t'a fait lâcher quelque part quelque Là, c'était chose, une sans le catastrophe. savoir.
Il Donc, a ouvert la possibilité pour toi. ouais, et là, j'arrive plus à. J'avais rien à faire, donc pareil, j'aime bien lire l'équipe, j'arrive plus à lire un article. Et puis, la chose qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un vrai problème, c'est le moment où je me souvenais plus du nom de famille de mes collaborateurs. C'est-à-dire que, bien sûr que je pouvais le retrouver, mais c'est-à-dire qu'à un moment, si je devais dire, bah, vois avec un tel, le un tel sortait plus. Donc là, quand vous dites la prochaine étape, c'est de plus se rappeler du prénom de votre femme, ça commence à aller très loin. Donc en fait, je vois l'ORL un peu punk, assez marrant. D'ailleurs, je me rappelle qu'il m'a fait une bonne leçon sur la santé et je l'ai vu sortir de son cabinet avec une cigarette à la bouche. 5 minutes après, ça m'a bien fait rire. Et donc donc c'est lui qui m'oblige à rester chez moi, quoi, à faire ça. Et là, ça part totalement en cacahuète. Conclusion, je retourne voir ma généraliste et elle me dit revenez me voir dans 15 jours, on verra comment ça a évolué. Et donc 15 jours après, je refais un point avec l'ORL le matin, qui est le premier à prononcer le terme de burn-out. Donc l'ORL, hein. C'est quand même assez marrant. A priori, c'est pas sa spécialité. Non. Et il me dit, mais bon, il m'a vu parler sans doute de ma vie, de mon boulot, et il me dit, je pense que c'est plutôt un burn-out ce que vous faites. Ok, donc je sors de là, bon, sans vraiment d'avis. Je sais pas si je me mets en protection, mais sans véritablement, voilà, en le recevant de manière assez tranquille. Et je vais voir la généraliste 3 heures après, donc à 14 heures, et elle me fait passer un test. Et à l'issue de ce test, qui est en fait une série de questions, hein, elle me dit, bah, voilà, je crois que c'est clair. Tu as eu la confirmation. Voilà. Donc je sors du cabinet, tout s'écroule quand même. Parce qu'en fait, 20 ans d'entreprise, 20 ans à faire tout reposer sur sa pratique professionnelle, même si j'avais d'autres occupations à côté, en fait, elles étaient très liées. Et donc, j'appelle ma femme en pleurs parce qu'en fait, tout à coup, ça déborde. Et voilà. Et à partir de là, je prends un peu conseil autour de moi. Donc, l'émotion fait son chemin et je retrouve un peu de calme quand même. Alors que mais vraiment, mon cerveau, il était parti dans tous les sens, là, en un mois et demi. Voilà, j'en parle avec plusieurs personnes et qui me disent toutes, c'est minimum 6 mois. Et en fait, je pense que j'avais besoin de l'entendre, ça. Et qu'est-ce que j'ai dit à mon staff? J'ai dit, bah là, je reviens pas avant 15 jours. Puis au bout de 15 jours, j'ai dit, bah peut-être je reviendrai, finalement, je reviendrai peut-être qu'après les vacances de Noël. Et en fait, je n'aurais jamais annoncé que j'étais vraisemblablement parti pour longtemps et que c'était une sorte de... C'était pas du tout de la honte, hein, c'était plutôt une sorte de... Comme j'avais rien prévu, enfin si quand même, il y avait la personne dont je parlais tout à l'heure qui finalement a pris un rôle plus important et a pu me remplacer, mais ils ont quand même été dans une forme d'autogestion qui était absolument pas leur demande. Voilà, après, j'ai eu aucun souci à tout arrêter, en fait. C'était tellement catastrophique, mon état, que j'étais en mode survie. Oui, c'est une question de vie ou de mort, à un moment. Et en fait, j'ai pensé que j'avais eu un problème neurologique, j'avais fait un AVC, etc. Donc, je suis même allé voir une neurologue. Ça, c'était génial. Donc, je vais voir une neurologue, je galère pour prendre un rendez-vous, je vais dans la nuit, je sais pas où, à Champagne, au Mont-d'Or, je sais pas. Et donc, je vais voir la neurologue. Alors, c'était très drôle parce que je sais pas pourquoi on portait encore des masques. 2022, peut-être qu'il y avait une petite recrudescence, etc. Et alors, elle me fait m'asseoir en face d'elle. Elle me demande mon identité, mon âge et tout. Et alors, il faisait hyper froid, donc j'avais une espèce de capuche et un masque. Elle me dit, vous faites pas votre âge. Je me dis, mais allez, j'ai une capuche et un masque. Elle me dit, vous faites. Donc, je sais pas à quoi. Bon, en tout cas, la relation s'institue assez bien. On parle une demi-heure, donc avec une neurologue. Hein. Et puis, au bout d'une demi-heure, elle me dit, bah, monsieur, vous faites un burn-out. Ouais. Mais je lui dis, vous ne m'auscultez pas. Bah, pourquoi vous voulez que je vous ausculte? Moi, je pensais qu'elle allait me faire un scanner ou je sais pas quoi. Bah, du cerveau, super. quoi. Et donc, elle me dit, elle me dit, donc une neurologue, hein, elle me dit, si j'ai une chose à vous dire, c'est quand tout ça sera fini, ne reprenez jamais votre vie d'avant.
Et oui, il y En a un tout cas, au avant et un travail. après. Voilà. Et peut-être pour anticiper ta prochaine question, j'avais jamais vu de psy de ma vie. J'ai réussi à trouver une psychiatre, voilà, qui était dispo en libéral. Et donc, 15 jours après le diagnostic, j'avais un premier rendez-vous avec elle. Et j'ai eu, à raison de toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, à peu près 6 mois de consultation avec elle. Et en fait, mon sentiment, c'était de me dire, il faut pas que tu tombes en dépression, parce que tout à coup, tout s'arrête. Enfin, parce que tout à coup, tu n'as plus ce qui était ton moteur, c'est-à-dire ton travail. Et donc, parce que moi, je me sentais, j'ai pas été diagnostiqué d'une dépression. J'étais diagnostiqué d'un épuisement tel que mon cerveau fonctionnait plus, que j'arrivais plus à dormir, que voilà. Et donc, ma peur, ça a été de me dire, tout s'écroule, enfin, tout mon modèle ou toute la construction de ces 20 dernières années est en train de s'écrouler, et donc j'ai un vrai risque de faire une dépression. Et donc, moi, j'ai vu le suivi de la psychiatre comme une manière D'éviter la voilà, dépression. ouais. Mais on rappelle que la dépression, c'est pas tout s'écroule non plus, hein. Donc ça, c'est important quand même qu'on le redise parce que ça a peut-être joué dans tes étapes aussi la peur que tout s'écroule, ou en tout cas la peur que la dépression est la résultante, enfin les conséquences, pardon, de la dépression, c'est que tout s'écroule. Oui, il y a quelque chose qui s'écroule, mais tout ne s'écroule pas. Bah, en tout cas, mon mode de C'est fonctionnement ça. Mmh. s'arrêtait net. Mmh. Et là, Ton c'est mode de une nouvelle fonctionnement, oui. vie qui commence, Mmh. c'est-à-dire passer la matinée au lit à écouter France Culture, enfin, un truc totalement délirant, mais qui m'a apporté. Ben, c'est-à-dire que un jour, je suis allé au bout de 3, 4, peut-être non, assez vite, au bout de 2, 3 mois, j'ai dit à la psychiatre, docteur, je crois que j'ai le syndrome de Stockholm. Je crois que je suis amoureux de mon burn-out. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé à acheter des vinyles de musique classique, d'opéra, et à écouter, parce que ça m'intéressait, que je trouvais que j'avais pas de culture de musique classique. Je me suis retrouvé, oui, à rester au lit tous les matins, en fait. Et ma fille, ça la choquait même pas. Elle partait à l'école, pour elle, que son père, qu'elle avait vu tout le temps travailler, que son père reste au lit le matin. Et ça, c'est hyper important aussi. C'est que, à partir du moment où ma femme comprenait le processus, qu'elle comprend qu'on puisse avoir besoin d'avoir un psychologue ou un psychiatre, enfin, donc il y avait une vraie compréhension, même si je pense que ça a été difficile, hein, pour elle, plus que pour ma fille, pour le coup. Et de voir que ma fille, pour elle, que son père se lève pas le matin, qui reste au lit, que ce soit absolument pas un problème. Je pense qu'il y a eu une sorte de... Il y a toujours un peu de culpabilité, mais il y a heureusement eu quand même une forme de déculpabilisation qui a fait que je me suis donné cette possibilité-là. Et je pense que c'est un vrai enjeu, ça, c'est d'arriver à lâcher. Et je pense que, par exemple, d'avoir eu Grégoire, dont je savais qu'il pouvait reprendre un certain nombre de mes fonctions, ça m'a aussi permis de lâcher. Et donc, à la question de pourquoi à ce moment-là plus qu'à un autre, même si j'ai pas vraiment la réponse est aussi en partie là-dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se le permet, Oui, il y a une fenêtre d'ouverture, hein. C'est le moment où ça il n'y a s'ouvre, plus de hein. Il n'y a résistance. plus de résistance, exactement. Mm. Il y a une suite après. Tu nous as parlé du salariat. Si tu peux peut-être revenir là-dessus avant qu'on arrive sur les dernières questions. Alors, j'avais prévu de reprendre des études. C'est-à-dire que mon projet off, c'était de reprendre des études. Et il s'avère que je devais reprendre en janvier et que donc je m'arrête en novembre. Et la question se pose vraiment de est-ce que c'est raisonnable ? Il s'avère que comme c'était en formation professionnelle, même si c'était à l'université, c'était 1 semaine tous les 2 mois. Donc je fais le pari, sans dire au comité pédagogique que je suis en arrêt maladie, je fais le pari de démarrer en janvier, donc décembre, donc c'est tout frais mon arrêt. Et en fait, là je vis un moment assez génial, il y a un effet miroir qui est que tous les autres, quand ils sont en pause, sont sur leur téléphone, en train de répondre à des mails et tout, et moi j'ai rien. J'ai que assisté au cours, j'ai rien d'autre. Et ça, en fait, Une chose à la fois. je me vois au travers des autres. Enfin, je me vois comment j'étais et comment j'aurais sans doute été si j'avais fait la formation en étant toujours chef d'entreprise. Et donc, ça, c'est hyper intéressant aussi d'avoir cet effet miroir-là. Donc, je vois que mon cerveau réagit pas trop mal, même si je suis assez fatigué. Et 2 mois après, ça va un peu mieux. Voilà. Et en fait, mais je mets 6 mois à récupérer mes capacités cognitives.
même si j'ai toujours des difficultés 2 ans après à me rappeler des noms. Enfin, par exemple, les noms de famille des gens avec qui j'ai fait 1 an et demi d'études, là, à raison d'une semaine tous les 2 mois, je suis incapable de t'en citer plus de 2. J'ai encore des trous dans la raquette. Je ne sais pas si je les récupérerai un jour. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ça, c'est toujours un peu compliqué. Mais je mets 6 mois à récupérer mes capacités cognitives. Je fais donc 1 an d'études et puis j'ai une opportunité, donc au bout de un peu moins d'1 an, d'occuper un poste de chef de service dans une structure culturelle. Donc j'y vais et sur le plan cognitif, ça se passe bien. Sur le plan managérial, ça se passe bien. Je valide une chose que j'avais un peu imaginée, c'est qu'on ne manage pas pareil quand on est salarié et quand on est chef d'entreprise. Que évidemment, la situation de salarié a des avantages et des inconvénients, mais moi j'y vois beaucoup d'avantages. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je suis encore dans une logique où je me dis que je ne pourrais pas reprendre dans ma structure, parce qu'en fait, c'est mon fonctionnement dans ma structure qui m'a fait arriver à ce niveau-là d'épuisement. Et donc, je m'imagine plutôt salarié. Et puis, le temps passe, je finis mes études, j'ai pas tant d'autres opportunités que ça, en fait. Et donc, il y a 1 mois et demi, je reprends à plein temps. Après avoir repris quand même le chemin du bureau de manière plus ou moins régulière, mais sans aucune contrainte. Et donc, presque 2 ans après, je reprends. Alors, je change de bureau, changer de paysage. Voilà. C'est un peu symbolique, mais je pense que Non, c'est c'est essentiel. important. Ouais. C'est important. Le cerveau se souvient quand même Ouais. de là où tu as vécu en fait cet événement-là. Donc c'est très important ce que tu dis, que tu aies changé de lieu et d'environnement. On n'en parle pas assez de ça. Et après, je ne travaille pour l'instant, donc là on est début novembre, donc j'ai repris depuis début septembre, et pour l'instant je ne travaille quasiment pas en dehors du bureau. Alors qu'avant, mon mode de fonctionnement, c'était de travailler tout le temps, mais j'aimais dire tout le temps et jamais. C'est-à-dire qu'en fait, je pouvais m'octroyer 1 heure de sport par jour, mais je travaillais dans les vestiaires. Enfin, en fait, je compensais en permanence. J'avais cette liberté de décider quand je travaillais pas, mais en réalité, je compensais tout le temps. Donc il y avait de la culpabilité quand même. Bah, surtout, il y a des choses à faire. Enfin, si tu fais 1 heure de sport, les projets, ils avancent pas pendant ce temps. Donc, il y avait ce truc qui était que je travaillais tout le temps. Je pouvais me faire une nocturne chez moi. T'octroyais, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de la culpabilité, s'octroyer quelque part. Oui. C'était pas prévu dans ton planning, en tout cas, et voilà. Non, c'était pas prévu dans mon planning de faire dans 1 ton heure de sport. organisation, voilà. Ouais. Donc, ça, j'ai beaucoup changé là-dessus et je me dis que c'est une des choses qu'il faut que j'arrive à tenir à tout prix. Ce qui m'a surpris, c'est que par exemple, j'ai été totalement inactif à part une semaine de cours tous les 2 mois, pendant 1 an, et j'ai pas réussi à faire de sport, par exemple. Alors que voilà, pour moi, le sport, c'est un truc qui est important dans ma vie. Mais en fait, j'étais à un tel niveau d'épuisement que je n'avais pas l'énergie et parfois je me disais c'est quand même dommage quoi. Les journées sont longues parfois quand même quand on travaille pas. Il y a pas, je dis on écoute France Culture, on écoute des disques, bon ça fait pas non plus, ça fait pas voilà. On fait les courses, bon, mais impossible de faire du sport. Donc aujourd'hui ce que je fais, c'est que je suis des programmes en termes de sport, je m'impose un peu des programmes. Mais c'est aussi une manière de me dire que je me protège vis-à-vis du travail. C'est-à-dire à la fois faire du sport, ça me fait un bien de dingue. Ce matin, j'ai couru 10 minutes. C'est absolument pas... Oui, mais parce que c'était dans... Voilà. Et puis, je suis un programme, en fait. Oui, tu ritualises. Je devais courir 10 minutes. Donc, ça a été ma priorité. Ça n'a pas été d'être à l'heure au boulot. Ça a été de dire, il faut absolument qu'avant d'aller au boulot, j'ai fait mes 10 minutes de running. Voilà. Donc, je ne sais pas si je tiendrai. C'est vraiment l'enjeu de demain. L'idée, c'est peut-être de ne pas penser si tu tiendras, mais plutôt de se dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui te convient et ce dont tu as besoin. Tu es en train de changer quelque part ton fonctionnement. Donc, c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui. Je pense que ce que j'ai envie, moi aussi, de partager avec toi, c'est aussi toujours anticiper. Alors, anticiper, c'est bien dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup d'anticipation. Mais moi, je dis souvent, faites la différence entre anticiper et projeter. Donc, quand on projette comme ça, est-ce que je vais y arriver ou pas, on est dans la projection.
et pas dans l'anticipation. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce dont tu as besoin et c'est ce que tu as trouvé pour pallier ou en tout cas pour continuer, Mmh. pour avancer et pour modifier le système que tu avais mis en place, tout en gardant ce qui était positif dans ton système aussi. C'est-à-dire que tu as besoin quand même de défis, tu as besoin Mmh. de nouveautés, tu as besoin de curiosité. Et ça, il faut pas l'enlever parce que c'est ce qui est important pour toi. Enfin, moi, c'est ce que je dirais en accompagnement. En tout cas, c'est ce qui me paraît important. Mmh. Moi, j'ai envie de poser encore 2 questions parce que c'est, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être plus d'espoir ou en tout cas positif, même si on entend bien que tu n'es pas totalement sortie de cette période et on ne sait pas si on sort ou si on sort pas, si on devient quelqu'un Mmh. d'autre. Moi, j'ai tendance à penser que si ça brûle, quelque chose qui a brûlé, il faut reconstruire, hein. Donc, peut-être que c'est toi, mais différemment. On sait pas encore, on pourra peut-être le dire. On en reparlera peut-être dans 2 ans, ça peut être intéressant, ou 3 ans. Je voudrais savoir que dirais-tu, pardon, à un entrepreneur qui, se sent actuellement sur le point de craquer? Tu aurais envie de lui dire quoi, toi, Guillaume? Bah, moi, j'aurais envie de lui dire que je considère que ce burn-out, ça a été une chance, mais énormissime. Mmh. Et pas que pour me faire une petite culture de l'opéra. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est un moment où on arrête tout, où on a du temps pour soi, on a du temps pour réfléchir. Alors même s'il faut se soigner, moi je considère que j'étais malade quand même. Parce que Oui, tu me bien disais sûr. en off que le burn-out était un syndrome. Enfin, moi je t'assure que la manière dont fonctionnait mon cerveau, je me suis vraiment senti malade, quoi. Vraiment, pendant plusieurs Oui, mois. oui, oui, là, on est Le sur fait de ne pas pouvoir faire de sport, les c'était pour moi, ouais, définitions, hein. ouais, ouais. Après, oui, j'entends que tu te sentais malade, bien sûr. Mais moi, je considère que ça a été une chance, en fait, d'explorer des nouvelles choses, de reprendre des études, de regoûter au salariat pour me rendre compte que bah, j'étais aussi tout à fait compatible à une autre manière d'aborder le travail. Parce que ça, on peut être dans le cliché, se dire, bah, après 20 ans, on est chef d'entreprise, même petite, c'est impossible d'avoir à nouveau un chef, etc. Absolument pas. En fait, Mmh. tout est possible. Après, il y a des choses, heureusement, que j'ai pas remis en question, qui sont la cellule familiale, qui sont, voilà. Donc j'ai eu cette chance aussi qu'il y ait pas des conséquences, parce que je pense que ça peut arriver voilà. Je pense que financièrement, c'est très dur parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas les mêmes parachutes et donc parfois, moi, quand je parlais du stress lié au financier, c'est ça, en fait. C'est de pas avoir de parachute qui, moi, est une espèce de... Alors, je sais que tu fais la distinction entre angoisse et stress. Désolé si j'emploie pas le bon terme, mais ce truc-là de se dire que demain, tout ce qu'on a construit, on a un crédit, enfin, je sais que c'est hyper bateau ce que je dis, hein, mais en fait, que tout puisse s'écrouler, qu'il faille vendre son appart parce qu'on n'a pas le chômage, parce que, enfin, tout ça, en fait, Non, c'est mais une on pression. parle bien de stress, là, je C'est suis une d'accord. pression Mmh. qui est hyper forte et ça, j'en suis pas sorti. Et on a travaillé en coaching tous les 2. C'est un travail qui me paraît hyper long et par exemple, aujourd'hui, mon coaching, c'est plus de faire du sport et ça veut pas dire qu'à un moment, je me remettrai pas en situation d'être coaché, de Bien retravailler sûr. sur ce dont j'ai besoin. Mais là, j'ai beaucoup travaillé quand même pour rendre mon mémoire pour mon master. Je t'avoue que j'ai moins envie de travailler sur moi, j'ai plus envie de prendre l'air. Mais non, moi, je considère que ça a été Mais vraiment c'est une prendre soin chance, de quoi. soi aussi, hein, prendre l'air. On n'est pas obligé Oui, oui, toujours de se faire coacher, hein. ouais. Non, moi, je considère que ça a été une vraie chance et en fait, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est parfois, quand on est entrepreneur, on a peur de l'inconnu, de l'incertitude, etc. Mais en tout cas, on la gère et en fait, tout arrêter du jour au lendemain. Parce que je crois qu'en fait, on est obligé de tout arrêter. Moi, c'est quand même le conseil que tout le monde m'a donné, c'était il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire quand on arrive à ce niveau-là, faut pas se leurrer. Même si je disais je reviens dans 15 jours, dans un mois, en fait, j'y croyais pas. C'était une forme de management de mon absence. Mais je croyais les gens qui me disaient que c'était minimum 6 mois. Et en fait, j'aurais envie de dire, n'ayez pas peur de ça, parce qu'en fait, bah, va falloir, moi, ce que j'appelle guérir, c'est-à-dire il y a une phase où effectivement, voilà, et puis après il y a une phase de rééducation, il y a une phase puis il y a une phase où on sublime un peu des choses, où on peut se permettre des choses qu'on se permettait pas avant. Voilà. Alors, l'accompagnante que je suis ne peut pas s'empêcher de dire oui, c'est une chance parce que là, donc tu en parles après et oui, c'est une chance, mais j'ai quand même envie de dire
que l'on n'est pas obligé d'en arriver jusqu'au burn-out. Désolée, hein, je ne peux pas m'en empêcher. Et que je pense qu'on peut aussi, et même si je sais que ce n'est pas ce que tu as voulu dire, bien entendu, j'ai envie quand même de redire qu'il y a de la prévention, hein, on parle de la prévention, que si on arrive jusque-là, donc il y a toute une étape, on a bien entendu les étapes, je pense que dans la manière dont je t'ai questionné, je pense que tout le monde a pu voir aussi des petits moments importants, des déclencheurs, comme on disait, ou des carburants. Mais la prévention, c'est aussi d'écouter l'entourage, parce que c'est comme plein d'autres choses. L'entourage, souvent, nous dit, depuis très longtemps, tu es trop stressé, ou je te sens trop stressé, ou je trouve que tu travailles beaucoup. Alors souvent, les réponses, c'est « je ne peux pas faire autrement ». Ou des phrases comme j'aime bien alerter quand un entrepreneur dit « je suis stressé, pardon, mais c'est OK, c'est normal ». Donc voilà, j'ai envie quand même de rappeler qu'on peut prévenir en acceptant d'avoir 1 heure de sport et se dire, bah oui, ça va être ma priorité finalement, ça va être le sport. Et c'est ça qui est important pour moi, ou ce qui est important aussi, c'est de me dire, ah bah tiens, j'ai peut-être une relation au travail, pas évident à voir, hein. On sait qu'on a chacun des angles morts qu'on ne voit pas. Donc, les accompagnants, ils sont aussi là pour ça, je crois. Ça peut être même quelqu'un en formation, parfois, qui peut t'interpeller, ou même un client te dire, tiens, je vous sens plus stressé que moi sur mes projets. J'imagine que tu as eu des phrases comme ça, j'en suis sûre. Et que peut-être ne pas le prendre mal, c'est pas une faiblesse d'être stressé, puisque c'est une réaction, hein, face à quelque chose qui est ressenti comme une agression ou un danger. Donc, ça veut bien dire que ce que tu ressens, bien sûr, on trouve ça tout à fait normal. Et en même temps, si tu as cette réaction-là, c'est qu'il y a bien quelque chose. Donc, moi, je préfère quand même dire, si on peut prévenir, non, mais je suis d'accord. Ce serait bien. Et même si après, comme tu dis, ça nous apprend que même s'il y a des choses dans la vie qu'on ne maîtrise pas, on trouve toujours des solutions. Et c'est ce que tu nous dis avec la chance, finalement. Mais il m'arrive souvent d'avoir envie de prévenir les gens, hein, parce que je vois des gens dans mon environnement professionnel. Bien sûr. Je te dirais, fais-le. Voilà. Hein. Ouais. Fais-le. C'est un cercle vertueux aussi, quelque part. Est-ce que derrière, on ne peut pas transmettre ça ? Parce que c'est difficile, ce moment-là, quand tu es dans cette posture-là, à ce moment, tu sais, où tu travailles beaucoup, où tu es très investi et tu ne vois pas que ça peut arriver puisque tu n'y es pas encore. Et parfois, tu te dis « Ah mais non, mais moi, ça ne m'arrivera pas parce que je n'ai pas une culture de la dépression, comme s'il y en avait une. » Mais tu vois, comme si ça ne pouvait pas nous arriver. Parce que ça arrive quand même plutôt à des gens qui pensent que ce n'est pas bien de lâcher prise. Je ne sais pas comment dire, parce que ce mot est peut-être pas toujours bien utilisé. Mais voilà, c'est important, dis-le. Dis-le, et puis ça marche ou ça marche pas. Parfois, après, on se rappelle des petites phrases qu'on a eues. Et puis après, si la personne, elle doit en passer par là, comme tu dis, pour comprendre, pour rétablir son équilibre dans son système, c'est comme ça. Et en effet, on peut aussi rebondir après le burn-out. C'est ça qui est bien dans ce que tu nous expliques. Est-ce que tu as une dernière chose à dire avant que je conclue peut-être? Non, écoute, je te propose qu'on en reparle dans 2 ans. Ouais, c'est bien, hein, c'est pas mal l'idée. Parce qu'effectivement, je pense que même si j'ai décidé d'organiser un week-end entièrement de burn-out, il y a quelques semaines, à vélo avec des copains, parce que c'était symboliquement important pour moi de me dire qu'on allait faire une très longue distance à vélo et que c'était la preuve en fait, le fait que mon corps puisse encaisser ça, me connaissant, c'était la preuve que j'avais retrouvé une vitalité qui est essentielle, parce que j'ai souvent considéré que le travail, c'est un peu comme le sport de haut niveau. Et ça, je changerai sans doute jamais. Et donc, faire une sortie un peu extrême à vélo, c'était une bonne conclusion. Mais je sais par contre, maintenant que j'ai repris l'activité, que ça va être long, qu'il va falloir que j'arrive à recaler plein de choses. Et donc, je te propose qu'on s'en reparle en novembre 2026, si on est encore là. C'est un peu dur, là, cette phrase 2026, mais bon. Mais bien sûr qu'on sera là. Merci en tout cas, Frédéric. Guillaume. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de l'enthousiasme par les mots. J'espère que cette conversation avec Guillaume Ducongé vous aura offert un éclairage précieux sur les défis émotionnels de l'entrepreneuriat et sur l'importance de prendre soin de soi, même dans le feu de l'action. Derrière chaque parcours entrepreneurial se cache un être humain avec ses forces et ses points de vigilance.
Et c'est en prenant conscience de cet équilibre que l'on avance vraiment. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'enthousiasme par les mots. Je vous embrasse. Merci.